Bien, bonsoir. Alors, c'est avec un grand plaisir de vous voir aussi nombreux pour accueillir Barbara Cassin, Alain Badiou et Elisabeth Roulinesco autour du nom et de la figure de Jacques Lacan, le philosophe, le sophiste, le psychanalyste. Oui, pardon. Donc voilà, je rappelle, vous savez tous, que nous sommes réunis ici pour, non pas célébrer, mais pour évoquer et travailler autour de la figure triple, philosophe, sophiste et psychanalyste de Lacan. Alors, Barbara Cassin d'abord, philosophe, philologue, directrice de recherche au CNRS, auteur de Jacques le Sophiste, Lacan, Logos et Psychanalyse chez Eppel, et de Il n'y a pas de rapport sexuel chez Fayard, en collaboration avec Alain Badiou. Alain Badiou, philosophe, dramaturge, écrivain, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être parmi nous souvent en ce moment. Vous êtes co-auteur avec Barbara Cassin de Il n'y a pas de rapport sexuel, je viens de l'indiquer. Je précise que ce sont 2 leçons sur l'étourdi de Jacques Lacan. Et avec Elisabeth Roulinesco, vous avez travaillé autour d'une évocation de ce que fut Lacan, chacun dans votre itinéraire. Donc Jacques Lacan, passé-présent, chez Fayard, et vous avez aussi présenté ici même La République de Platon. Elisabeth Roulinesco, vous êtes historienne de la psychanalyse, vous avez écrit une biographie de Lacan, vous avez écrit une histoire de la psychanalyse en France, et vous avez co-signé avec Alain Badiou Lacan envers et contre tout. Non, passé-présent. Pardon, oui, excusez-moi. Lapsus, passé-présent. Excusez-moi. Envers et contre tout, tout de même. Tout, oui. Oui, vous reniez pas. C'est la suite. Voilà, c'est la suite. Voilà, donc on pourrait dire trivialement à chacun son Jacques, à chacun son Lacan, en lisant l'intitulé de cette table ronde. Le philosophe, est-ce pour Alain Badiou? Le sophiste, ce serait bientôt, bien sûr, plutôt pour Barbara Cassin. Et on laisserait le psychanalyste tout entier à Elisabeth Roulinesco. En réalité, aucune trinité ici. Il s'agit du même Lacan, mais pour chacun de vous ici, du Lacan qui a été celui de votre rencontre, de l'impulsion qu'il a pu donner à vos recherches ou à votre choix, de s'orienter ou non dans l'analyse que l'on fait pour soi-même, ou celle que l'on exerce, la pratique professionnelle. Et chacun sait ici le poids des séminaires et des écrits de Lacan, dont je rappelle qu'ils sont sortis en 1966, le poids qu'il a eu dans la production théorique, littéraire, dans les débats d'idées, le poids parfois dramatique de telle ou telle déclaration, de telle ou telle décision. Je pense par exemple à celle de la dissolution. Et les plus anciens ici ont souvenir du contexte qui entourait la parution des écrits, le structuralisme dressé contre la phénoménologie et l'humanisme, il en est question dans vos ouvrages, les allers-retours entre un renouveau du marxisme chez les jeunes gens en colère des années 60 et les recherches linguistiques. Également, vous évoquez dans vos livres le poids de Lacan dans l'après-mai 68, qu'il jugea d'ailleurs sévèrement et dont il dénonça la méconnaissance. Vous voulez un maître, vous l'aurez. Il s'agissait précisément d'en sortir de cette période sans brader l'essentiel. Mais aujourd'hui, près d'un demi-siècle après l'apparition des écrits, 30 ans après la mort de Lacan, un peu plus même, dans quel état se trouve la formation des analystes? Quel crédit même accorde-t-on à la psychanalyse, parfois si violemment attaquée? La division académique du savoir à l'université est telle aujourd'hui que, hormis quelques oasis, la voix de Lacan est inaudible, la parole de Lacan est disqualifiée. Pourtant, la belle aventure commune de Lacan avec les philosophes avait pu, non sans quelques malentendus, féconder la recherche, ouvrir la philosophie et la parole lacanienne, mais aussi rapprocher les analystes de la philosophie quand ils n'en étaient pas eux-mêmes issus. Alors, quel sens y a-t-il aujourd'hui à prolonger l'œuvre de Lacan? Dans quelle direction? Quelle doit être la qualité de notre lecture pour que l'œuvre de Lacan, œuvre d'émancipation, je crois, figure des Lumières, pour que cette œuvre puisse encore féconder la pensée, y compris, comme le dit Alain Badiou, hors du champ de la psychanalyse. Je me tourne vers vous, Barbara Cassin, en citant
un propos de Lacan dans le Séminaire 12, Problèmes cruciaux de la psychanalyse, en 1965. Voici la phrase. Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut. Alors le sophiste, vous qui avez consacré beaucoup de travaux aux sophistes, comment recevez-vous aujourd'hui cette phrase? Quel est ce statut aux yeux de Lacan à l'époque? Et quel est-il pour vous aujourd'hui? Bon, d'abord, cette phrase m'a bluffé. J'ai trouvé extraordinaire qu'on puisse se réclamer comme ça d'être sophiste. Oui. C'est-à-dire d'être absolument et intégralement condamnable par la philosophie. Et que ça soit professionnel. Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque avec un autre statut. Alors, je me suis demandé pourquoi et comment ça pouvait se faire. Quand je dis que... le titre de mon livre, Jacques le sophiste, ne veut pas du tout dire que Jacques ne soit pas aussi philosophe, ni aussi psychanalyste. Hein. C'est au contraire cette liaison des trois qui m'intéresse. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait au fond un même, on va appeler ça comme ça, régime de discours qui pouvait réunir sophistique et psychanalyse. Et alors, on peut le voir à des détails petits et on peut le voir à des grosses masses. Les détails petits, c'est d'abord que les sophistes, ces salauds, si j'ose dire, se faisaient payer. C'est d'ailleurs vraiment le premier reproche qu'on leur a fait. Ils se faisaient payer pour parler, et pour enseigner et pour guérir. Deuxième petit point, pour guérir, j'ai dit. Oui, les sophistes travaillaient avec la parole et, par exemple, Antiphon a ouvert le premier cabinet de psychanalyse. Il s'est installé sur l'agora et il a dit « Racontez-moi vos rêves » et je pratique la techné alupias, l'art du déchagrin. Je vais vous déchagriner, c'est-à-dire je vais interpréter vos rêves et ça va les dédramatiser ou ça va les ouvrir. Voilà des points, si vous voulez, extérieurs. Évidemment, on se rend compte que c'est des mondes qui sont incommunicables, ou disons des mondes qui sont incomparables, l'agora grecque et un cabinet de psychanalystes. Mais bon, le logos, le langage, on peut payer pour ça, et ça peut servir à soigner. Et quand je prends les choses plus largement, alors là, il y a un rapport très étroit entre ce que fait le langage dans un cas et dans l'autre, à savoir qu'il fait, justement. Benveniste disait, à propos de la psychanalyse, c'est un langage qui agit autant qu'il exprime. Eh bien, c'est de cela, véritablement, dont il s'agit. Il s'agit d'un langage qui est efficace, qui performe. Donc, le philosophe, pour moi, à mes yeux, d'antiquisante, instruite par les présocratiques et par les présocratiques lus par Heidegger, le philosophe, c'est celui qui dit ce qui est et qui a à charge de dire l'être fidèlement, de le dévoiler, d'être adéquat, etc. Le sophiste, c'est celui qui fait être ce qu'il dit, qui fabrique des choses, qui performe, qui fait de la performance langagière. Et à mes yeux, le psychanalyste, avec un autre statut, performe aussi. Il performe un autre état. Il fait passer quelqu'un, alors, c'est tout le problème. Est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il soigne? Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Mais il fait passer d'un état à un autre. Protagoras dirait d'un état moins bon à un état meilleur. J'en suis pas sûre, mais peut-être. En tout cas, voilà donc un langage qui agit et qui n'est pas simplement de la rhétorique vide comme l'en accusent les philosophes. Donc
la psychanalyse est au fond une espèce d'incarnation contemporaine de la sophistique, et on comprend là vraiment pourquoi. Maintenant, si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que le tiers là-dedans, c'est Aristote. Aristote, c'est celui qui interdit, avec le principe de non-contradiction, qu'on dise plusieurs choses à la fois. Quand on regarde comment est fait le principe de non-contradiction, il est établi à partir d'une exigence qui implique que parler, c'est dire quelque chose, c'est dire une seule chose, la même pour soi-même et pour autrui. Quand je dis bonjour, je ne dois pas dire au diable. Ça ne marche pas. Et si c'est ça, je suis une plante ou un sophiste. Hein? Je ne suis pas un homme. Eh bien, Lacan appelle ces non-hommes des par-l'être, c'est-à-dire des gens qui, je ne sais pas quoi, intrinsèquement intriquent l'être et la parole d'une manière non philosophique. Et les points de repère à mes yeux, c'est la possibilité d'abord de performer, de faire quelque chose en le disant, de transformer le monde en parlant, de transformer l'autre en parlant. Et la deuxième possibilité, ou en se taisant, disons, dans un dispositif langagier. Et le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que ce dont il s'agit alors, c'est du signifiant. C'est-à-dire que si, quand on dit plusieurs choses, et plusieurs choses en même temps, eh bien l'exemple qui vient tout de suite, c'est l'homonymie. Par exemple, les noms du père. C'est un exemple tout à fait qui pourrait être dans les réfutations sophistiques. Les noms du père, les noms du père. Bon, ça, c'est absolument un exemple de sophisme pour Aristote. Et c'est un exemple de ces plantes qui osent parler, ou qui croient qu'elles parlent, quand elles font du bruit avec leur bouche, c'est-à-dire quand elles émettent des signifiants. Donc vous voyez, tous ces points de contact renvoient à un certain type de rapport à la parole. Voilà. Rapport à la parole, mais aussi rapport à la langue, puisque vous dites une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. Enfin, c'est pas vous qui le dites, non, c'est Lacan. Pas moi, c'est Lacan. Et Lacan dit ça des langues de l'inconscient. Des langues de l'inconscient. Et il dit chaque langue de l'inconscient de chacun, entre autres, ça veut dire qu'il y en a plein, n'est rien d'autre que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Je trouve ça absolument extraordinaire quand on applique cette définition à ce que c'est qu'une langue. Regardez le français. Quand vous dites sens, vous dites sensation, sens-sensation, vous dites signification, et vous dites direction. Et cela n'est pas un fait de hasard. Cela est un fait constitutif de la langue française. Si vous allez regarder la même chose en anglais, c'est depuis l'anglais, par exemple, ou depuis le grec, que vous allez vous rendre compte que ça, c'est constitutif du français. Et vous allez en retracer l'histoire. Et vous allez vous demander pourquoi c'est comme ça, et vous allez trouver. Alors, je reprends un tout petit peu les choses. En grec, quand vous dites sans signification, vous allez parler de semainein, hein, ça n'a absolument rien à voir avec sens, perception, sensation, aistaneistai. On n'a même pas idée que ça peut être pareil. C'est deux mondes complètement disjoints. Or, en français, c'est conjoint. Il s'est passé un tas de choses qui font que dans le français, c'est conjoint. Et il s'est passé notamment la traduction de la Bible, c'est-à-dire que le terme de nous, l'esprit divin, a été traduit par sensus. Bon. Et donc, on est ramené à une histoire de l'intuition directe. Et cette intuition est à la fois une aperception et un sens et une direction de sens. Bon, voilà. On peut reconstituer l'histoire qui fait qu'en français, il est, au fond, connaturel à la langue française que sens soit ainsi triplice, homonyme, si vous voulez.
Et si je vais en anglais, vous voyez bien que meaning n'a rien à voir avec sensation. Pas plus qu'en grec. Donc voilà, Lacan dit ça des langues de l'inconscient, et moi j'ai appliqué ça à toutes les langues dans le dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire que je me suis demandé quelle était la différence entre les langues qu'on parle. Hein. Et la différence entre les langues, on peut en rendre compte en travaillant justement les homonymies constitutives d'une langue. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais juste un autre, pour faire comprendre ce que je veux dire. En russe, pravda veut dire vérité, du moins quand on lit le journal, La Pravda, on croit que c'est ça que ça veut dire. Enfin, on ne le croit pas. Enfin, c'est ça que ça voudrait dire. Mais pas du tout. Pravda, ça veut dire justice. Ça traduit dikaiosune, la justice en grec. Dans la Bible, par exemple, on traduit par pravda, dikaiosune. Et quand j'ai fait ce dictionnaire des intraduisibles avec des Russes et des russophones, eh ben, ils ne voulaient pas qu'on fasse un article, vérité, truth, par exemple, Wahrheit, pravda. Ils voulaient qu'on fasse un article, justice, pravda. Bon. Et donc, pravda est pour nous homonyme, voulant dire quelque chose comme vérité, justice. Mais pour les Russes, c'est notre vérité qui est homonyme, qui veut dire quelque chose comme pravda d'un côté, vérité, et puis istina de l'autre, exactitude, justesse. Bon. Et donc, eux, ils disent en deux mots ce qu'on dit en un. Et nous disons en deux mots ce qu'ils disent en un. Donc, voilà, c'est ces espèces de conglomérats de sens très caractéristiques quand on y réfléchit, quand on regarde les textes à travers lesquels ça s'est construit et les textes qui se construisent à partir de là. Par exemple, Crime et Châtiment, se construit sur l'homonymie, sur une homonymie aussi. Bon. On apprend tout d'un coup qui on est. C'est-à-dire on apprend la langue qu'on parle, on la saisit autrement, on sait que c'est une langue qu'on parle et on apprend comment on la parle. Donc tout ce travail sur le langage, au fond, si j'essayais de le reporter sur une psychanalyse que je n'ai pas faite, j'imaginerais que, on m'aurait appris, j'allais dire, de quelle langue je me chauffe. Voilà. Et quel est le rapport, selon vous, entre les langues de l'inconscient, les langues dont vous parlez, et la langue, au sens lacanien? Là, la langue. Là, la langue. Là, on va rentrer dans du dur lacanien. Hein. Ben oui. Je dirais que la langue est un concept, enfin est un terme forgé pour dire qu'il se passe quelque chose là. Et vous voyez bien, c'est un drôle d'universel. C'est un universel uniquement sonore, j'allais dire. C'est-à-dire qui fonctionne d'abord comme un signifiant. Oui. Bon, voilà, c'est la première chose que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par rapport aux différentes langues, c'est un autre, on nous indique une direction et un autre type de réflexion. D'accord. Alain Badiou, vous avez contribué largement à une réinscription de Lacan dans la philosophie comme telle. Hein. Et aujourd'hui, vous confrontez toujours la philosophie à chaque objet nouveau, dites-vous, qui se dresse comme un défi et que vous appelez antiphilosophie. Alors vous citez le non-être, l'exister, la vie, l'inconscient. Alors, quelle est cette déclinaison singulière qui vous amène à affirmer, je vous cite, « En finir avec le sens est sans doute le plus haut enjeu de toute philosophie digne de ce nom ». Oui, alors je voudrais d'abord commencer par dire que la rencontre avec Lacan, du point de vue de mon désir philosophique, la rencontre avec Lacan, c'était la rencontre avec quelque chose qui était à la fois interne et externe. C'est ça la position très particulière de Lacan pour moi. C'est-à-dire, c'était, et je crois qu'il
je n'ai rien rencontré qui soit exactement dans cette position intérieure et extérieure à la fois. C'était intérieur parce que Lacan propose des commentaires, des usages, constitue des référents dans le corps entier de la philosophie qui occupe une place considérable dans son enseignement. Il faut tout de même bien voir ça. C'est très différent de Freud de ce point de vue. La référence à la philosophie est constante, explicite, et il entretient une sorte de débat avec son histoire. Il a été commentateur détaillé d'Aristote, de Platon, mais aussi bien de Kierkegaard et de Hegel. Il a été traducteur de Heidegger. Il a réhabilité et réinterprété le cogito de Descartes. Donc, l'horizon philosophique est absolument constitutif de son trajet. D'un autre côté, et surtout à partir d'un certain moment de sa trajectoire, il est devenu soupçonneux à l'égard de la philosophie. Il l'a maltraité. Et il a dit que c'était une honte, la honteologie. Voilà. Il a accusé la philosophie, dans son origine parménidienne, de tenter ou de proposer quelque chose qui, à certains égards, était absurde. Il était du côté de Héraclite, c'est-à-dire du côté de la signifiance, et hostile, comme Barbara vient de rappeler qu'elle l'est, à se tenir du côté de l'être. Et il a fini par formaliser tout ça en reprenant le vieux mot d'antiphilosophie, tiré en fait d'une référence du XVIIIe siècle. Et donc voilà, il était interne à la philosophie, et puis il était anti-philosophe. Et ça, c'était en effet la question de savoir si le point de départ de la pensée se trouve au ras de la langue, dans le jeu signifiant et dans l'équivoque, ou si au contraire le point de départ de la pensée c'est s'établir là où l'équivoque est le plus réduite possible. C'est-à-dire là où on peut trouver une figure d'univocité véritable. Et sur ce point, Lacan continue à être interne et externe, parce que quand même quelqu'un qui a sous le nom de mathème, désigné quelque chose dont il déclarait que ça pouvait se transmettre sans reste. Et si ça peut se transmettre sans reste, c'est évidemment parce que le transfert dans les langues, y compris les langues subjectives, la langue de l'inconscient, etc., ce transfert dans les langues peut être épuré jusqu'au point où ça passe sans reste. Et donc, évidemment, c'est un point d'univocité. Mais c'est vrai que par ailleurs, évidemment, et sur ce point, Barbara a évidemment raison, il multiplie les propositions qui vont dans le sens de l'équivocité, de la multiplicité des sens, de la superposition de couches de sens différentes, y compris contractées dans le même signifiant. Et alors on voit bien, il a à la fois une pratique réelle de l'équivoque, et puis il a un idéal de l'univocité. Il a un idéal de la transmission sans reste, et il l'écrit noir sur blanc. Il dit le mathème, c'est notre idéal. C'est notre idéal. Le nous est le nous des psychanalystes. Alors voilà, c'est ça. Et donc on voit bien pourquoi cette manière d'être à cheval sur deux orientations qui ne paraissent pas complètement compatibles. Je pense que c'est parce que la question de ce que la pensée vise est toujours distribuée entre le sens et la vérité. Voilà. Et que c'est cette... Alors, la question de savoir dans quelle mesure on bâtit les vérités par une espèce d'épuration du sens qui vise à l'univocité, ou au contraire, comment on dissout la vérité dans les équivoques du sens et on la fait être dans cet équivoque même, c'est une question qui, d'une certaine manière, est constitutive du rapport de la psychanalyse au sens de Lacan, tout entière au langage. Et c'est pourquoi je trouve chez lui une espèce de chevauchement constant
entre univocité et équivocité, entre philosophie et antiphilosophie, entre sens et vérité, et que rien n'est plus instructif pour le philosophe que cet équivoque, justement, que cette équivoque-là, c'est-à-dire celle qui met en équivoque la philosophie elle-même en lui proposant le défi d'une part d'elle-même insoupçonnée ou secrète qui, d'une certaine manière, est antiphilosophique. Et voilà ce que j'ai trouvé en lui. Et de ce point de vue-là, il est comme beaucoup de ceux que moi j'appelle les antiphilosophes, des gens très importants pour moi, peut-être en effet Héraclite le premier, mais ensuite certainement des gens comme Rousseau, comme Pascal, comme Wittgenstein, comme Kierkegaard et comme Lacan lui-même. Il y a une filiation comme ça qui traverse l'histoire de la pensée et qui consiste toujours à mettre la philosophie au défi de la prononciation subjective. Je le dirais comme ça. C'est-à-dire, oui, la philosophie, finalement, elle ne passe son temps à effacer le régime vrai de la prononciation subjective. Et les antiphilosophes sont ceux qui somment la philosophie de reprendre acte de cette prononciation subjective. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit, oui, finalement, un philosophe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui relève le défi de Lacan. C'est ça mon rapport à lui. Voilà. C'est-à-dire, il faut relever le défi de Lacan. Il faut être au moins à la hauteur de l'antiphilosophie lacanienne, sinon c'est pas la peine d'être philosophe. Très bien. Vous voulez réagir ? Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord, sauf que c'est dit d'un point de vue, et moi je le dis de l'autre, mais c'est tout. Je suis absolument d'accord. Voilà, c'est... Je ne suis pas sûre de comprendre ce que veut dire prononciation subjective, c'était mon seul point. Oui. On peut dire discours de l'inconscient, on peut dire position énonciative, on peut dire parole. Ouais. Voilà, parole. C'est ce qui pour toi fait... je pourrais dire prononciation subjective, c'est le point où s'enracine la performance langagière. D'accord. On peut dire performance. Très bien. Juste ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est le côté, disons, hétérodoxe de Lacan qui fait comprendre l'orthodoxie. C'est toujours dans ce sens-là que ça se passe. C'est-à-dire que s'il est intéressant quand il lit Descartes, c'est parce qu'il sait lire Démocrite. Et c'est pas le contraire. Ça, c'est pas sûr. Ça. Pour moi, c'est ça, je pense, le point d'inflexion. C'est pas sûr. Je crois que... Rien n'est plus intéressant chez lui que ce qu'il fait de Hegel. Et il ne le fait pas à partir de Démocrite, Hegel. Ça va pas du tout. Enfin bon, il le fait à partir de Kojève, surtout. Il le fait. Oui. Oui. Il le fait. C'est sûr. Je pense que c'est un personnage dont le mouvement n'est jamais le même. Je t'accorderai que dans certains cas, il fait comme ça, mais dans d'autres, il fait dans l'autre. Ça dépend des objectifs qu'il vise. Ça, c'est vrai que c'est une pensée à objectif. D'accord. Donc. Oui, c'est une stratégie. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est un passager clandestin. Oui, mais ça, nous espérons tous l'être. Ouais. Le passager officiel, celui qui a payé sa place. Et vous citez Pascal, Kierkegaard, ce sont des figures de la subjectivité. Quand vous citez ce que sont pour Lacan, Pascal ou Kierkegaard, ce sont des figures de la subjectivité et anti-hégélienne en ce qui concerne. Bien sûr, c'est ce que je disais, mais c'est toujours ça, un antiphilosophe. C'est quelqu'un qui prononce que la philosophie a manqué dès sa proposition première, qu'elle a manqué le sujet, en fait. Et c'est pour ça que ce sont aussi des gens qui témoignent toujours à partir de leur propre existence, qui mettent en jeu leur propre existence. Rousseau, Pascal, ce sont des gens qui enracinent ce qu'il y a à dire dans un mouvement qui est un mouvement de confession, de narration existentielle. Pas Démocrite du tout, justement. Ah non, mais Démocrite, c'est autre chose. Non, c'est ça, c'est celui mais qui Démocrite, c'est pas du tout ce que tu dis.
Démocrite, c'est un système philosophique mathématisable, à la limite, voilà. Et c'est la théorie atomistique. Et l'interprétation langagière très extraordinaire que tu en donnes, et quand même laisse tomber tout un aspect de Démocrite, qui est tout simplement de produire une science univoque, alors pour le coup de la nature tout entière. Ça, c'est bien son but, quand même. Et celui de Lucrèce, encore plus. Alors après, Lucrèce, il est poète. Mais... Non, absolument pas d'accord. Mais mon Démocrite, je regrette, c'est celui de Lacan. Ah oui, ça, je suis d'accord. Oui, non, mais ça, tu as absolument. Avec le den, etc. Bah, évidemment. Oui. Et c'est le Démocrite de Lacan. Et c'est celui qui lui sert à forer ses trous dans l'ontologie. Oui, non, mais ça... J'objectais simplement qu'il y a un Démocrite tout autre. Bon, on va en rester là pour Démocrite. On approfondira la question une autre fois. Ça vaudrait le coup. Hein, ça vaudrait le coup. Oui. On vous réinvitera l'année prochaine. On fera un séminaire sur Démocrite, un séminaire contradictoire sur Démocrite, ça vaudrait vraiment le coup. Alain Badiou, vous dites aussi le réel. Donc, vous avez fait une superbe leçon pour inaugurer cette saison. Vous dites le réel est insymbolisable, donc il faut le taire. Donc là, on doit le taire, mais on peut l'indiquer, dites-vous. Donc ça, c'est l'apport de Wittgenstein, ça. Oui. C'est-à-dire que très brièvement, le réel au sens de Lacan est insymbolisable, ça c'est il est donc, c'est aussi une thèse très particulière, ça, y compris par rapport au langage. C'est-à-dire que le réel n'accède pas à la symbolisation. Alors, en effet, ça ne peut pas être dit à proprement parler, le réel. Le réel est la cause du dire. Le réel est la cause du dire, la cause évanouissante du dire. Mais il ne peut pas être dit. Et moi, ce que je soutiens, et je crois avec Lacan, c'est qu'il ne peut pas être dit, mais il peut être pointé à condition qu'on propose une formalisation, qu'on en propose une formalisation. Cette formalisation va échouer à saisir le réel qui la cause, mais au point de son échec, il y aura quelque chose qui permet de toucher le réel. C'est pour ça que le réel lui-même a absolument besoin de la formalisation. Ça, c'est la définition lacanienne, c'est que le réel, c'est l'impasse de la formalisation. Donc, il a besoin de la formalisation, c'est-à-dire il a besoin d'une tentative de dire univoquement le réel qui va échouer. C'est un fait, elle va échouer. Mais le point de l'échec est justement le point réel. Ce qui nous fait passer à l'autre définition lacanienne, c'est que le réel, c'est l'impossible. Mais l'impossible de quoi, finalement ? L'impossible de la formalisation. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut faire entrer en jeu, là, c'est les puissances proprement formelles du langage, c'est-à-dire celles qui, quand même, tentent ou tiennent le pari de l'univocité. Et alors, on voit très bien, c'est de nouveau, c'est dedans dehors, c'est-à-dire Lacan va dire, pour accéder au réel, il faut se tendre vers l'univocité d'une formalisation en mathématiques. Il va dire ça d'un côté, puis de l'autre, il va dire, mais en fin de compte, c'est l'échec de ça qui constitue le point réel. Mais en même temps, pour échouer, il faut faire. Sinon, c'est pas ce qui échoue. Mais vous dites aussi, on peut l'indiquer. Voilà, on peut le pointer, on peut l'indiquer. Et là, vous reprenez une distinction de Wittgenstein entre... Oui. Alors Wittgenstein, il est très présent aussi dans un certain Lacan. Mais on ne va pas procéder à la visite de tous les philosophes de Lacan. Non, bien sûr. Ah oui, parce que... Alors, tous les lecteurs de Lacan n'ont cessé de commenter deux, j'ose pas dire deux aphorismes, deux sentences. Ne jamais céder sur son désir et il n'y a pas de rapport sexuel. Ce ne sont pas des aphorismes, mais pourtant ils fonctionnent comme tels. Et s'agissant du premier, ne jamais céder sur son désir, on voit bien en quoi ça consonne avec ce que disent les philosophes. Vous dites, je vous cite,
pouvoir et savoir défaire ce que l'on croyait avoir fait et nouer de manière compacte. Le second, sur lequel vous avez écrit, Barbara et vous, il n'y a pas de rapport sexuel, dénote l'impossibilité de l'écrire. Il renvoie à ce que vous appelez l'absence, en 2 mots, absence. Est-ce que, alors, on a beaucoup évoqué jusqu'à présent le sens, l'absence. Est-ce que vous pouvez brièvement nous éclairer là-dessus? Oh, Barbara d'abord. Tu veux pas? Mais si. Quand même. C'était à vous que je posais la question. Hein. Ouais, l'absence, Oui, c'est vraiment le point intelligent du rapport de Lacan à Aristote. C'est le point neuf. C'est-à-dire quand Lacan dit, vous ne trouvez pas que Aristote c'est vachement con? Enfin, quand je dis con, ça veut dire pas si con. Bon, je cite. Hein. Et pourquoi c'est con? Parce qu'au lieu il n'a pas vu que le premier principe, c'était pas le principe de non-contradiction, c'était le principe il n'y a pas de rapport sexuel. Eh bien, le principe il n'y a pas de rapport sexuel, quand on se met à parler selon ce principe, puisque le principe de non-contradiction c'est le principe selon lequel on parle, hein, quand on se met à parler selon le principe, on écrit l'étourdi. C'est-à-dire que on loge l'absence, et non pas le non-sens, au cœur du sens. Et donc c'est ça pour moi l'absence, et pour Alain aussi je crois, c'est véritablement une négation différente. Hein. C'est pas sens-non-sens, mais c'est absence, c'est ce qui fait retour dans le sens et qui le creuse. Et l'exemple, pour moi, d'absence, c'est le moins que rien, c'est le den de Démocrite. C'est pour ça qu'on peut peut-être clarifier l'allusion autour de laquelle on tournait. Hein. Lacan a, je crois, c'est le seul, c'est le premier, le seul, à avoir lu Démocrite, à mon avis, dans le droit fil de Démocrite. Le droit fil de Démocrite, je ne sais pas si vous avez vu Portrait de la pensée l'année dernière, l'exposition magnifique. Eh bien, Démocrite, c'est le philosophe rieur et c'est celui qui fait la nique à l'ontologie. Il est grossier, hein, la nique pour de bon. Il fait le geste comme ça sur la sphère de l'être, ou sur la sphère de la terre, il fait la nique. C'est-à-dire, il dit, ça, de l'être, c'est du den. Den, c'est un pur signifiant. C'est ce qu'on appelle, enfin, Démocrite dit l'atome, et c'est pour ça que je m'oppose à la construction physique, logico-physique d'un Démocrite qui décrirait la nature, hein, et qui aurait qui ferait du mathème. Démocrite, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit l'atome, point ultime, là, c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est moins que rien, c'est I1. Si je dis den, je le traduis par I1, c'est très bien traduit. C'est un bout de mot, on a enlevé le début. Hein. Rien en grec, ça se dit ouden ou medem, ça veut dire pas même un, et la bonne coupe, c'est de dire pas même ou démédé, la négation, et hen, un. Eh bien, Démocrite fait une fausse coupe. Il dit den. Den, c'est un mot qui n'existe pas. C'est pour ça que je le traduis très bien. Si je veux le traduire bien, je le traduis par I1. Hein, comme j'enlève le R. Bon. C'est nul, ça n'existe pas en français, vous pouvez le chercher dans les dictionnaires. Ben, c'est ça que fait Démocrite. Et Lacan pointe ce den et il dit, voilà, c'est ça le passager clandestin de toute l'ontologie. Eh bien, pour moi, le den, c'est, si vous voulez, le signifiant même du signifiant, le signifiant de l'absence. C'est-à-dire ce qui fait retour dans le sens pour le creuser et pour l'innaner, en somme. Oui, ben juste un mot sur absence. Je pense aussi que c'est le dire du premier retrait obligé. Voilà. Ceci dit, on peut faire dans le champ absolument formalisé et totalement univoque, on peut faire cette opération. Par exemple, si on dit que l'ontologie, en définitive, son point, c'est une inscription pure, à savoir l'inscription de l'ensemble vide. Voilà. C'est ma thèse. Donc, je la trouve très proche de celle-là. Je trouve très proche de celle-là. Donc, je
veux dire, là, on est sur un point où la question de savoir si la construction est formelle ou si elle est langagière au sens de la coupure d'un signifiant, ça ne crée pas une opposition. Non, non, c'est vrai. Ça ne crée pas une opposition. Et c'est pour ça... Sauf quand tu parles des douteuses propriétés du langage. Ah oui, non, mais ça ne crée pas une opposition sur ce point-là. Oui. Sur ce point-là. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut enchaîner à partir de ce point-là univoquement. On n'est pas obligé d'enchaîner équivoquement. Voilà. Et donc, après, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je suis d'accord pour repérer dans l'étourdi absence. Sauf que ce que dit Lacan exactement, c'est que l'absence, c'est, va-t-il dire, le sens absex. Donc, en fin de compte, l'absence, c'est bien, à la fin des fins, l'absence du rapport, en tant que rapport sexuel. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça puisse être traduit ou projeté sur la coupure d'un signifiant. Parce que dans ce cas-là, on manque le fait que l'absence est d'abord et avant tout, constitutivement, l'absence d'un rapport, et pas l'absence de la chose. Tu vois. Enfin bon. Vous écrivez aussi, on a parfois l'impression qu'il faut se saisir à nouveau de l'œuvre de Lacan hors du champ de la psychanalyse. C'est bien ce que vous faites. Oui. Est-ce que là, il y a quelque chose qui peut nous amener plus avant? Vous dites aussi, c'est la seule manière de la faire vivre. La psychanalyse? Oui. Non. L'œuvre de Lacan ou la psychanalyse? L'œuvre de Lacan. Ouais. L'œuvre de Lacan. Non, c'est-à-dire que je pense que si on veut rendre justice à l'œuvre de Lacan aujourd'hui, alors Lacan passé, présent, hein, Lacan dans un contexte d'attaque féroce contre la psychanalyse, etc. Dans un contexte d'héritage aussi. Oui, voilà. Si on veut le faire vivre dans ce contexte trouble, en réalité, Lacan est pris dans un contexte trouble, je pense qu'il faut partir de la position mixte dont je parlais, c'est-à-dire le restituer dans le fait que lui a proposé d'inscrire, y compris la psychanalyse, dans un champ de pensée qui pouvait être considéré comme complet. Ça, c'était quand même une entreprise qui était la sienne. À la fois, il défendait la singularité absolue de la pratique psychanalytique, mais en même temps, il a fait un effort considérable pour qu'elle soit reçue et déployée comme une partie constitutive de l'intellectualité générale. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement ces séminaires, etc., sont devenus bien autre chose que des leçons faites aux psychanalystes. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Voilà, exactement. Et c'est simplement ça que je veux dire. Et donc c'est le fait qu'il y ait une possibilité de restitution de Lacan au champ de la philosophie n'est, à mes yeux, qu'un argument en sa faveur, et en fin de compte en faveur de la psychanalyse, comme partie constitutive de l'intellectualité générale, et comme un élément qui met en dialectique la philosophie elle-même. C'est pour ça que je pense que ce combat qui se mène autour de Lacan, et plus généralement, et Elisabeth nous en parlera, autour de la psychanalyse, c'est un combat de la plus grande importance. C'est un combat qui concerne en réalité le statut singulier de l'intellectualité tout entière. Ça, j'en suis convaincu. Et au fond, je considère que c'est même à certains égards plus important que les tentatives omniprésentes de dissolution ou de destruction du marxisme, parce que le marxisme, c'était une discipline combattante, de toute façon. Donc, elle prend des coups, elle les a cherchés. Enfin, voilà. La psychanalyse, c'est autre chose. La psychanalyse a traversé le XXe siècle comme une création singulière, une novation radicale, qui se proposait quand même comme une espèce de protocole d'intelligibilité de l'existence de type absolument nouveau. Revenir là-dessus, effacer ou barrer cette affaire, c'est à mon avis une entreprise particulièrement réactionnaire et particulièrement grave. Voilà.
Elisabeth Roudinesco, je pense que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, puisque vous avez je suis assez d'accord avec ça, mais moi, je n'ai pas du tout abordé Lacan de la même façon que mes camarades. D'abord, je venais de la psychanalyse, puisque Lacan était une figure familière de mon enfance, puisqu'il était un ami de ma mère qui était psychanalyste, donc j'étais nourrie en quelque sorte, à mon insu d'ailleurs, de la pensée psychanalytique. Je dis à mon insu parce que je voulais surtout faire autre chose que ça. J'étais littéraire, je me suis pas engagée dans des études de philosophie, je me suis engagée plutôt dans des études littéraires dans les années 60, et dans des études littéraires, mais où j'ai croisé le structuralisme. C'est ça qui a été important pour moi, c'est la découverte de Jacobson, de Lévi-Strauss, et bien entendu de tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire Foucault, Althusser, et puis Lacan. D'où une position que j'avais d'extériorité et d'intériorité, mais qui n'est pas la même, c'est que la publication des écrits en 1966 a été pour moi un choc. Autrement dit, un choc parce que, à l'époque, je ne me destinais pas du tout à m'intéresser à Lacan, mais je venais de lire et Foucault, et Althusser, et Barthes, etc. Donc, et je faisais d'ailleurs des études de linguistique. Et c'est sûr que quand les écrits sont sortis, j'ai pu avoir un regard sur cet objet de l'œuvre de Lacan, distinct de celui de ma mère, distinct de celui des psychanalystes, mais tout en étant interne et externe. Et je raconte toujours que, évidemment, quand j'ai lu ça, j'ai dit à ma mère, mais dis donc, cet homme-là, un peu bizarre, que je voyais toujours entouré de tous ses élèves, il est quand même absolument génial. Bon. Et c'est là que j'ai quand même découvert, j'étais assez jeune, que je trouvais que les psychanalystes lisaient bizarrement Lacan. Et ça a été induit par Lacan lui-même. Là, on retrouve évidemment ce que tu viens de dire, c'est qu'à la fois, Lacan a incontestablement rénové la lecture de Freud. On ne serait pas là aujourd'hui à en parler s'il ne l'avait pas fait. Il a introduit la philosophie dans une relecture de Freud qu'il avait évidemment écartée, puisque ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent chez Freud, mais quand même, le modèle de Freud, c'est la biologie, c'est Darwin, ce sont les sciences, c'est la neurologie, c'est la science qui interpelle Freud. Il écarte soigneusement la philosophie et il en fait à son insu, bien entendu. Mais enfin, Lacan, lui, il a ramené tout ça. Et il a ramené une modernité du XXe siècle. Le surréalisme, Joyce aussi, la littérature, lecture de Nietzsche dans sa jeunesse, et puis de Spinoza. Donc tout ça, pour moi, a été très important. Je voyais bien que grâce à cette œuvre, pour ma génération en tout cas, où Lacan était, où Freud était enfermé dans le discours médical, quand même, Lacan donnait à Freud et à la psychanalyse une dimension d'intellectualité tout à fait nouvelle. Mais en même temps, il y avait une formidable ambivalence chez lui, parce qu'il la donnait tout en se moquant complètement des philosophes, d'où son côté anti-philosophe. Et d'où cette chose très étrange qui se développait déjà à l'époque et qui se développe encore bien plus gravement aujourd'hui, qui était que les psychanalystes qui étaient formés par Lacan se considéraient quand même propriétaires et de la psychanalyse et de cette œuvre, au point qu'ils disaient, oui, mais d'accord, Lacan lit peut-être la philosophie, mais on ne peut pas lire ni Lacan ni Freud si on n'est pas psychanalyste. Ça, j'ai entendu ça des années durant, et ça continue encore. Donc, j'étais pris, moi, dans ce clivage, je n'ai pas fait d'analyse à l'époque, et puis comme tout ça m'énervait beaucoup, j'ai fini par faire une analyse, parce que je voulais aller voir si on lisait mieux les œuvres de Freud et de Lacan quand on avait été analysé. Pas du tout. Parce que c'est peut-être pas une bonne raison de... Non, mais pour moi, si, parce que la question, elle se posait pas du tout pour moi de j'allais mal, donc je vais faire une cure. Pas du tout, j'allais très bien. Je voulais voir ce que ça voulait dire. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aussi de cette génération qui était la mienne, c'est que beaucoup de gens allaient en analyse parce que c'était fascinant, cet exercice d'exploration de soi, alors que Freud
avait amené, que la psychanalyse avait amené dans le siècle et qui est capitale. Hein, c'est une révolution, en effet, fondamentale, aussi importante pour moi que le marxisme, mais tu as raison, il y a quelque chose de plus. Et c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui, puisqu'on remet la psychanalyse dans le soin, aujourd'hui, dans la psychologie de l'aller mieux, et on oublie que, en tout cas, et alors pour les débuts du freudisme, pour les premières personnes qui ont été analysées, toutes les intellectuels qui allaient se faire analyser par Freud, peut-être qu'ils allaient un peu mal, mais il y avait quand même cette formidable idée d'un quasi-exercice d'autocompréhension de soi qui existait chez les philosophes. Hein. Et c'est ça que je trouvais formidable. Et on oublie qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en analyse, pas du tout parce qu'ils allaient mal, mais parce qu'ils allaient bien et qu'ils voulaient ajouter quelque chose comme expérience de l'existence. Voilà. Et donc, en même temps, il y avait ça, et il y avait chez Lacan une formidable haine de l'objet philosophique. Il se battait avec, parce qu'il ne venait pas de la philosophie, il venait quand même de la psychiatrie, qui au passage était traversée, en tout cas par la phénoménologie et par la philosophie. Il n'est pas né de nulle part. Hein. Il a bien lu Hegel à travers Kojève, mais il a lu aussi pas mal la phénoménologie dans son ensemble, à travers les psychiatres de son époque. Minkowski a eu un rôle important pour Lacan. Toute la génération psychiatrique qui était celle de Lacan était rompue, hein, en tout cas à la phénoménologie, à l'existentiel, hein, entre Husserl et Heidegger. Je pense à Bieswanger, à tout ce courant. Donc il a une relation très ambiguë et qui s'est maintenue, c'est-à-dire de fascination et de rejet. Hein. Et évidemment, c'est pour ça que j'aime moins que vous le dernier Lacan, mais je respecte complètement ce dernier Lacan parce que je trouve que cette quête, et surtout RSI, ça le réel, c'est fascinant quand même. Ce qu'il est allé chercher là, je trouve ça fascinant. Je respecte cette quête, mais c'est pas le Lacan qui me fait vibrer. Voilà. Il y a quand même, on a chacun le sien. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est allé vers un tragique absolu, puisque finalement il a tout dissous. Hein. Quand même, ça s'est terminé par une dissolution de lui-même. Le mathème a été dissous par les nœuds. Et puis Lacan, c'est ça le geste dernier, c'est il défait tout. Hein. Bon. Alors après, du point de vue de l'histoire de la psychanalyse, du point de vue de l'histoire de cette doctrine, il défait tout, puis après on hérite de tout ce qui est défait. Alors comment va-t-on reconstruire ? On a quand même hérité de ça. Et quand il défait tout avec ses formalisations, il défait aussi Freud, parce qu'il défait quelque chose qui a été cette formidable rénovation de sa lecture de Freud. Et aujourd'hui, on se retrouve quelque part avec un héritage très curieux. Aujourd'hui, ce sont des psychologues qui se forment à la psychanalyse. Ce ne sont plus d'abord les psychiatres. Ce ne sont pas du tout les philosophes, de moins en moins. Donc, bien sûr qu'il faut rénover Lacan à partir de la philosophie. Mais je dirais alors, et Freud, on le rénove à partir de quoi ? Peut-être un peu moins à partir de la philosophie, mais à partir de quoi ? Peut-être de l'anthropologie, peut-être de la science, hein, plus. Il faut une lecture philosophique de Freud aussi. Si on ne situe pas Freud comme, je dirais, dans la tradition des philosophies de la subjectivité, tu me contrediras peut-être, mais enfin, moi je le vois comme l'héritier de Kant et de Hegel, sans qu'il le sache, hein, et de Nietzsche aussi. Freud a quand même apporté quelque chose d'inouï. J'aurais tendance, moi, aujourd'hui, c'est un peu mon parcours, ayant fait le tour de Lacan, quand même, parce que j'en ai vu beaucoup de Lacan, j'en ai vraiment beaucoup lu, puis j'ai un peu fait toute son histoire, j'ai assez envie de retourner à Freud. Alors, est-ce que c'est Lacan qui donne l'envie de retourner à Freud ? Certainement. Mais c'est peut-être aussi un autre chemin, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas s'en passer de ce Lacan. Oui, juste un mot sur Freud. Oui. Freud, Freud, c'est un commencement. Oui. Voilà. Puis c'est à part. Hein. C'est absolument à part. C'est une invention extraordinaire. Extraordinaire. C'est une invention extraordinaire. Et alors, c'est comme tous les commencements, la question de savoir ce que c'est,
est inopportune. Parce que en réalité, il commence un rapport à l'existence, à ce que c'est que l'intelligibilité de l'existence personnelle. Finalement, comment peut-on instruire l'intelligibilité de l'existence personnelle? Il propose là-dessus des catégories, des approches, proprement parlé, inouïes quand même. C'est pour ça que, au fond, la question à propos de Freud, est-ce que, oui, ses paradigmes à lui, c'était plutôt scientifique. Alors, pas seulement, c'est pas la même Grèce que les philosophes. Non, certes, il connaissait Platon, il connaissait les présocratiques, mais tout de même, c'est les tragiques. Oui, ça, c'est ce que les tragiques, c'est le théâtre, oui. C'est Homère. Les références de Freud à la Grèce, c'est vraiment... Oui, c'est aussi les grands dispositifs religieux. Les grandes narrations. Oui, les grandes narrations, les grands récits. Les grands récits mythiques des origines. Hein. Il repart à l'origine parce que moi, j'aime énormément les textes comme Totem et Tabou, ce qu'on appelle... et les textes ensuite spéculatifs. Mais j'aime beaucoup les textes qui ont l'air naïfs de Freud et qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire Totem et Tabou et Moïse. On peut les lire à la fois comme des romans, hein, c'est extrêmement lisible, et en même temps, on voit une interrogation qui, à chaque fois, bouleverse, parce qu'il tourne les choses. Voilà. Oui, et en plus, il y a ces textes-là, mais si on prend, par exemple, le texte sur la négation, il est d'une subtilité conceptuelle tout à fait extraordinaire. Donc, oui, les tout petits textes. Il y a les tout petits textes qui sont toujours très... Exactement. Et Freud, je pense que comme il est dans la figure d'un commencement radical, de l'invention de quelque chose, on ne peut pas le catégoriser et on peut toujours le restituer, le relire, le reprendre, en effet d'un point de vue plus philosophique, plus scientifique, plus psychiatrique, etc. Parce que c'est une nouveauté. Lacan, c'est un peu différent, parce que Lacan, c'est une deuxième étape. Il a pris lui-même une comparaison, alors très étrange, mais que j'aime beaucoup, moi. Il a dit, au fond, Freud, c'est comme Marx, et moi, je suis comme Lénine. Oui, il l'a dit. Oui. Et il l'a dit. Si, il l'a dit. Il a dit, mais je vois très bien comment on peut l'interpréter. On peut l'interpréter en disant, Freud, c'est quand même la fondation, c'est le premier temps. Et moi, je suis quand même dans le second temps. Je suis dans le second temps. Et être dans le second temps, c'est autre chose. Alors, oui, je peux ajouter. Le problème de Lacan, c'est le danger qui fabrique des dogmes, parce qu'il a toujours pensé que Freud était le premier et lui le second, et puis qu'il n'y avait rien à côté. Alors, l'ennui, c'est qu'il y avait beaucoup à côté. Il n'y avait certainement pas Lacan seul, il n'y avait pas seulement Lacan et la philosophie, il y avait quand même d'autres figures du freudisme qu'il avait tendance, et qui n'étaient pas nulles. Quand on regarde bien aussi l'œuvre de Mélanie Klein, Lacan est traversé par l'œuvre de Mélanie Klein. Il n'aurait jamais écrit le texte de 38 sur la famille s'il n'avait pas été cherché du côté des post-freudiens. Alors, bien entendu, Lacan avait l'avantage que les freudiens, je dirais les freudiens honorables de l'époque, il y en avait quand même beaucoup à son époque, il les a pas mal méprisés. Mais il faut aussi les redécouvrir. Il s'en est nourri. Sauf qu'il avait tendance à se poser comme le seul qui avait refondu l'ensemble de la doctrine. Mais il était aussi tributaire de ce dont il ne parlait pas. Donc, il y a toujours chez lui, c'est pour ça que l'histoire m'a intéressée, Lacan masque les sources. C'est vrai qu'il énonce ça, mais il masque aussi. Il a un rapport très étrange et manichéiste entre le bien et le mal, Lacan, je dirais. Il y a des figures de mauvais objets chez lui, il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas entendre parler, par exemple, de l'influence que Kojève a eue sur sa lecture de Hegel. Il le dit, Bon. Enfin, tout de même, il l'a masqué. Or, son Hegel, il est quand même très kojévien. Peut-être tu me... Non. Enfin, il est très kojévien. D'autre part, il a quand même... C'est vrai que le Stade du miroir est un texte admirable et très hegelien, d'ailleurs, par certains côtés. Mais ce texte introuvable qu'on n'a pas, qui a été refait après. Mais enfin, tout de même, il y a Vallon,
Or, il a emprunté à Vallon, qui était lui-même hegelien. Donc, c'est aussi quelque chose, et c'est pour ça que je me suis ensuite dirigée par l'histoire, il masque l'histoire. Lacan est quelqu'un dont on peut aborder les textes sans rien savoir, ni des sources, ni du trajet, et alors que Freud est sans arrêt dans l'histoire. Freud se réfère à une généalogie permanente. Je suis le fils de, dit Freud, tout le temps. Je ne suis pas né de nulle part, je suis celui qui s'inscrit dans la longue histoire des tragédies antiques depuis l'Antiquité. Alors que chez Lacan, qui est un moderne, hein, il y a une coupure. Il y a une coupure, me semble-t-il, avec ça. Voilà. Oui, enfin, il est le fils de Freud quand même, il s'inscrit dans cette il est le fils de Freud. Il a un père aussi. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire, non, il a une façon de lire Freud. Moi, je fais partie des gens qui ont lu Lacan avant Freud et qui ont lu ensuite Freud. Et puis ensuite, pour lire Freud sans Lacan, ça devenait difficile, surtout en France. Enfin, voilà. Alors, il a une lecture de Freud qui est très particulière. Il se veut le fils de l'œuvre de Freud. Ben, bien sûr, oui. Et oui, mais pas du tout l'héritier, j'allais dire, de l'histoire de Freud. Or, en psychanalyse, et au fond, dans cette histoire des générations, Lacan, c'est celui qui n'a pas été rencontré Freud, qui n'a jamais voulu rencontrer Freud, qui aurait pu, dans un contexte épouvantable, c'était pas la peine qu'il y aille, parce qu'il a envoyé sa thèse à Freud, qui n'a pas compris de quoi il s'agissait. Il aurait pu le rencontrer à une soirée chez la princesse Bonaparte, mais je pense qu'il a bien fait de ne pas y aller, parce que personne ne comprenait ce que racontait Lacan à son époque. Mais je pense qu'il a ensuite cultivé le fait qu'il était le rénovateur de Freud en rupture avec les Freudiens. Il détestait l'héritage freudien. D'où d'ailleurs son analyse, qui nous a tous marqués, mais qui est quand même erronée, de l'ego-psychologie. Il a présenté ça comme l'enfer. Bon. C'est pas que l'enfer, l'ego-psychologie, c'est pas des imbéciles quand même. Ils ont tenté eux aussi quelque chose aux États-Unis qui n'est pas du tout ce qu'on a dit, qui n'est pas la théorie de l'adaptation. Ils ont essayé de faire quelque chose après Freud. Alors évidemment, c'est en ça qu'il est le fils de l'œuvre de Freud, mais il n'est pas le fils de Freud. Hein. Je ne sais pas si tu vois là. Oui, mais ça je comprends. Oui, enfin on la voit avec la seule notion de fils. Il me semble. Ça veut dire quand on est fils, on est. Moi, pas seulement fils quand on est fils. C'est pas gênant qu'il soit infidèle à Freud. C'est pas ça que je veux dire. Plus on est infidèle, plus on est fidèle. Qu'il soit. Mais je veux dire par là. Je veux dire passant. Non, mais très souvent quand même, Lacan a induit dans son enseignement et dans la transmission de sa pensée des équivocités invraisemblables. Il a fini par croire que ce qu'il lisait dans Freud, c'était vraiment dans Freud. Hein. Or, ça n'y est pas. Les 3/4 du temps, il réinvente Freud, il réinvente des concepts, il croit qu'ils sont chez Freud. Si tu prends le concept de forclusion, il n'est pas chez Freud. Hein. Or, Lacan croit le voir chez Freud. Il le retraduit en allemand. Bon. Donc, il y a quand même... Oui. Ah ben oui, ça n'existe pas, c'est pas un concept chez Freud, tout ça. Bon, il y a pas... Alors, quelquefois, Lacan, quand il élabore réel, symbolique, imaginaire, quand même, il croit que c'est dans Freud. C'est pas dans Freud. Donc, on est obligé, si on veut bien comprendre ce qu'a été la lecture lacanienne de Freud, il faut aller voir chez Freud. Parce que sinon, on va commettre ce qu'ont commis beaucoup de psychanalystes, c'est d'aller chercher dans les librairies les textes de Freud sur la forclusion. Et quand je dis les textes de Freud sur la forclusion, je dis les textes de Freud qui n'existent pas et qui sont de Lacan. Et donc, cette question-là, on l'a peut-être pas dans la philosophie, qui est la transmission de l'histoire de la philosophie. Quand tu fais ton enseignement, tu ne penses pas un instant que tes propres concepts sont déjà dans Platon. Oh, bien sûr que si, que je le pense. Non, c'est bien ce que fait la Vénus. Mais ça n'est pas vrai. Moi, je t'ai bien lu. Ça s'appelle interpréter. Non, il y a interprétation délirante et puis il y a interprétation de savoir. Et donc, si tu fais ce que tu fais sur Platon, c'est précisément parce que tu sais que tu ne l'es pas. Mais Lacan, à un moment donné, il a vraiment pensé. Et surtout à la fin, que c'était lui qui parlait Freud, en quelque sorte.
Et dans la transmission du savoir ensuite, alors sur les disciples, ça a été quand même désastreux. Ah oui. Ah bah oui, mais ça existe. Hein. Comment on transmet et qui va transmettre? Là, je reviens à la question. Il est évidemment très important que les non-analystes travaillent l'œuvre de Lacan, parce qu'ils ne la travailleront pas du tout de la même façon sur ce plan-là que les analystes qui ont ce rapport transférentiel et quelquefois analytique avec la personne de Lacan, surtout quand ils ont été analysés par Lacan. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de la formation des analystes aujourd'hui, dans le paysage désolé dans lequel nous sommes, et qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on peut y introduire de la philosophie, justement? Est-ce que, comment éviter d'être ce que vous appelez d'honnêtes médecins de la souffrance psychique à propos des psychothérapeutes? Il y a un problème aujourd'hui. Je ne dirais pas que les formations analytiques ne sont pas bonnes. La psychanalyse est installée dans la cité. Il y a beaucoup d'associations de psychanalyse, il y a beaucoup d'honnêtes psychanalystes, sauf qu'ils ne sont plus du tout cultivés. C'est-à-dire ce dont on est en train de parler n'existe plus aujourd'hui. Les psychanalystes aujourd'hui sont des psychologues, c'est-à-dire ils n'ont plus du tout fait d'études philosophiques. Les psychiatres n'en font plus parce que c'est devenu pharmacologique. Ça fait quand même maintenant à peu près 30 ans, 25 ans que les jeunes psychanalystes ont fait d'abord des études de psychologie. Et ils ne font plus du tout d'études de philosophie. Alors tu pourras me dire que ça n'a pas d'intérêt. Ben si, hein, parce que moi je vois par exemple dans les soutenances de thèse ou dans les étudiants, ceux qui ont fait des études de lettres ou de philosophie sont quand même meilleurs que ceux qui n'en ont pas fait. Je ne veux pas dévaloriser les études de psychologie du point de vue de la professionnalisation, mais tout de même, elles n'incluent pas du tout ce qu'on appelait les formations humanistes. Oui, mais Lacan a fait ses études de philosophie sur le tas. C'était un médecin. Mais les médecins mais quand il a fait ses études de psychiatrie, on faisait de la philosophie. Oui. Et je te rappelle que quand on faisait de la philosophie à cette époque, on faisait des études de psychopathologie. Il y avait un certificat de psychopathologie qu'a passé Sartre, Georges Canguilhem. Et moi. Et toi. Bon. Et moi. Et voilà. Et moi, avec la présentation des malades de Lacan. Ouais. Comment ? J'allais suivre la présentation des malades de Lacan. Bien entendu, mais c'est fini tout ça. Aujourd'hui, deviennent psychanalystes à 35-40 ans des gens qui n'ont pas du tout... Mais Lacan, lui, était dans la situation plutôt, qui ressemble plutôt à ça. Enfin, pas tout à fait. Mais il n'a pas fait d'études de philosophie. Mais il était l'élève de Minkowski. Mais il en faisait. D'ailleurs, il a été suivre il a été suivre le séminaire de Kogel, et je te rappelle qu'à sa génération, que ce soit Henriet, Minkowski, tous les philosophes de cette génération avaient une formation de philosophe, qu'elle ait été faite de façon autodidacte ou directement par les études. Il y avait un échange. Quand on faisait des études de psychiatrie, on allait suivre des enseignements philosophiques et réciproquement. C'est parce que là, il y a un élément très important qui est la transformation de la figure médicale elle-même. Parce qu'à l'intérieur de la figure médicale, dans la période de formation et de jeunesse de Lacan, la psychiatrie est la zone de contact avec la philosophie. Elle fonctionne comme la zone de contact avec la philosophie. Et on le voit très bien, il y a les psychiatres font partie de l'intellectualité générale dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est aussi ça qui s'est estompé. Et donc je crois que la modification essentielle, c'est la métamorphose de la psychiatrie, en réalité. Mais totalement, c'est ça qui a fait la crise actuelle. Par exemple, même si on prend quelqu'un comme Jung, le premier Jung, si on prend le premier Jung, pour Freud, Jung était un philosophe. Et Jung reprochait à Freud de ne pas avoir lu de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'il était marqué par toute l'école zurichoise. Et toute l'approche de la clinique de la folie début du XXe siècle était nourrie de philosophie. Et donc, et cette rencontre-là de la psychanalyse avec la psychiatrie est passée aussi par le trajet de la philosophie. Et Husserl a compté mais énormément. Tout le monde se référait à Husserl dans la psychiatrie. Toutes les thèses commençaient par une récit. Toutes les thèses, celle de Toscaïès, par exemple, commençaient par Husserl. Mais bien entendu.
On peut peut-être effectivement donner la parole maintenant au public qui ne manquera pas de vous interpeller. Oui. C'est vrai que le vrai problème... Attendez, un micro qui va arriver là. Hein. Un grand merci, c'est toujours un bonheur de vous entendre. Il y a aujourd'hui une confrontation très violente entre psychanalyse, psychiatrie et les résultats. On vient de voir le procès qu'on intente à une psychiatre ou un psychologue de ne pas avoir analysé suffisamment la dangerosité de son patient et de lui avoir sa chance en lui permettant de sortir. On vous entend pas bien. Alors, vous entendez comme ça? Oui. Alors, je disais que la confrontation est violente actuellement avec le problème de cette psychiatre qui n'a pas su déterminer exactement la dangerosité de son patient, qui l'a laissé sortir, etc. Bon, outre l'énorme émotion que cela provoque, moi je voudrais avoir votre avis de philosophe. Pourquoi on en arrive à cela? C'est ça qui m'intéresse. Plus que l'émotion palpable, et que je comprends très bien de votre part. Mais moi, c'est la part philosophique de cette qui me pose question. Pourquoi notre société en arrivait à cela? Pourquoi on n'a plus de langage performatif, finalement? On vit aujourd'hui derrière les grilles d'évaluation. Hein, le performatif, le langage performatif, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si on est performant. Hein, c'est la performance qui est la performance, donc aussi, enfin, toutes les évaluations possibles. Il s'agit de transformer la qualité en quantité. La performance, c'est à ça que ça sert. Hein. Ça sert à transformer en quantité, en mesure, chose mesurable, quelque chose d'impondérable. Donc voilà, c'est ça qu'on lui reproche de ne pas avoir mesuré. Les psychiatres qui se sont fait assassiner. C'est terrifiant. Mais pour moi, c'est lié, enfin, si j'essaye de prendre la chose généralement, c'est lié à la notion d'évaluation des performances. Ça veut dire que ça soit bien. Je suis tout à fait d'accord. Bonsoir. Comment expliquez-vous la folie d'Althusser, qui était directeur de l'école normale supérieure, qui est rentré à Sainte-Anne et qui a assassiné sa femme dans des conditions atroces? On a tous écrit là-dessus. Il n'est pas rentré à Sainte-Anne. On va renvoyer à nos livres. Althusser avait une pathologie psychotique, voilà. Ce n'est pas un assassinat. C'est un passage à l'acte meurtrier, oui. Ce qui n'est pas la même chose. L'assassinat est prémédité. D'ailleurs, pour autant qu'on sache, l'affaire n'est jamais complètement claire. Quand il a assassiné Hélène, c'était pour le bien d'Hélène. Oui, on sait même pas. C'était pas du tout un meurtre. C'est très spécial. C'était l'idée qu'il fallait la soustraire à quelque chose d'horrible. Cette chose horrible étant celle qu'il ressentait lui-même, comme l'expérience du monde. Et donc, on a affaire à un épisode clinique du développement d'une psychose maniaco-dépressive constituée de longue date et contre laquelle Althusser a lutté avec... Mais je crois qu'il faut que vous lisiez le témoignage d'Althusser lui-même. Bon, moi j'en ai fait un commentaire très, très précis. Je crois que ça entre dans le cadre d'un passage à l'acte qu'on peut appeler la scène du meurtre, c'est exact. Mais si vous voulez rentrer dans le détail, il ne s'est pas rendu compte qu'il l'étranglait. Il ne s'en est pas rendu compte. Et on sait aujourd'hui que l'état dans lequel tous les deux étaient à l'aube, quand ça s'est passé,
ils avaient beaucoup ingurgité de médicaments et d'alcool. Donc c'est un passage à l'acte dont il s'est tout de suite accusé, c'est-à-dire il a eu conscience de l'avoir fait sans se rendre compte de ce qu'il avait fait au moment où il l'a fait. Donc c'est quelque chose de très singulier. Et c'est pour ça qu'il a voulu témoigner sur ce qui s'était passé. Et là, on est dans le cas de quelqu'un qui a, ce que j'ai essayé de montrer, qui a raconté l'histoire de son cas beaucoup mieux que toutes les expertises psychiatriques. Tu parlais d'évaluation et d'expertise. Ce qui est arrivé à Althusser à ce moment-là a fait basculer, a fait prendre conscience, pour nous tous d'ailleurs, que la psychiatrie avait raconté sur ce cas n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mal jugé. Il fallait absolument qu'il aille en psychiatrie et pas aux assises, hein, comme il le voulait. Mais oui, mais il l'avait été 21 fois avant, donc ça n'est que là. Il a toujours été enfermé. Mais le problème, c'est que les expertises, autant les traitements à ce moment-là a été correct, hein, par les psychiatres, mais pas les expertises. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est bien pour la raison pour laquelle il a écrit ce grand texte magnifique qui s'appelle « L'avenir dure longtemps », où là, c'est un défi à la psychiatrie. Je vous parlerai mieux, moi, de mon cas, que vous ne l'avez fait. Et c'est parfaitement exact. J'ajouterais que Lacan avait compris quelque chose d'Althusser quand ils se sont rencontrés en 1963, parce que Lacan, dans sa relation avec Althusser, a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais avec personne. C'est qu'il n'a pas du tout demandé à Althusser de venir en analyse chez lui. Mais pas un instant, ça ne lui est venu à l'idée. Or, chaque fois que, à cette époque, on allait le voir comme ça, il y avait, ben, venez donc, en plus, un petit coup sur mon divan. Et je crois que Lacan, à ce moment-là, a saisi l'ampleur déjà de ce que serait le tragique althusserien. Et en même temps, Althusser, dans sa rencontre avec Lacan, a saisi le tragique lacanien. Parce qu'au moment de la rencontre, Lacan était au bord de se suicider. Vous voyez, hein, enfin, en tout cas, il le disait. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu un petit peu. Je crois que, pour faire le lien, je crois que ce que tu dis est tout à fait exact et significatif, que le régime des expertises concernant Althusser ont de toute évidence manqué ce dont il s'agissait, et que lui en a fait par contre un récit d'autant plus admirable qu'en effet il est magnifique, il ne se souvenait pas. C'est lié quand même à ce que disait Barbara, c'est-à-dire qu'il y a eu dans ces expertises une dimension d'évaluation, une dimension de systémique ou de luxoricide. Oui, voilà. Et je pense que c'est tout à fait vrai que nous sommes à tous les niveaux. Ils ont tout essayé de dire qu'il étranglait le communisme, qu'il étranglait ceci, qu'il étranglait... J'ai étudié toutes les expertises. Métaphorique. Et puis alors, il y avait toutes les interprétations psychanalytiques délirantes. Hein. Étrangler le communisme, Althusser. Bah oui, là on a eu les formes les plus grotesques de l'interprétation psychanalytique. Bien, c'est ici. J'ai une question. Voilà. J'ai une question si peu lacanienne. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition que fait François Julien d'intégrer dans le dispositif freudien certains concepts de la pensée chinoise. Ces concepts étant les transformations silencieuses, la défixation, la lusivité, etc., etc. Apparemment... Moi, j'aime pas du tout cette histoire. L'autre absolu de l'Occident. Si je peux répondre Oui. Juste ce que je veux dire, c'est que je travaille un petit peu à Sainte-Anne, à l'Institut de psychanalyse, où arrivent tous les Chinois du XIIIe. C'est très extraordinaire. Et alors, tous les Chinois malades, qui estiment qu'ils ont besoin d'aide, ce qui n'est déjà pas simple. Et il est certain que on est dans une invention langagière perpétuelle. On est dans une incompréhension radicale et une compréhension radicale à partir d'un tas. Tu parles de Chinois qui parlent pas français. Processus. Bon, voilà.
Non, mais tu parles de Chinois qui ne parlent pas français? Non, je parle de Chinois qui parlent très mal français et qui ne savent pas exactement... Et qui délirent en chinois. Oui. Et qui s'expriment à la fois en chinois et en français, comme les gens qui les reçoivent s'expriment à la fois en chinois et en français. C'est-à-dire c'est des bilingues ratés, c'est des bilinguismes très très mal faits, hein, pour l'instant. Mais où on voit que quand on essaye de dire un terme en français et qu'on essaye d'en trouver l'équivalent chinois, il n'existe pas. Comme ça, évidemment. Et c'est là où ce que fait François Julien est intelligent. C'est-à-dire qu'il montre absolument qu'il y a des bouts de discordance qui pourraient faire harmonie. C'est comme ça que je l'ai entendu, moi. C'est ça le concept. Version débat que parmi les énoncés les plus étranges de Lacan, il y a celui que les Japonais n'ont pas d'inconscient. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une énorme connerie. Ce texte était une énorme connerie que j'ai vraiment bien étudié. Bon, je me suis même demandé dans l'emprise de quoi il l'avait écrit, mais c'est un texte quand même. C'est un texte insensé. Il y avait ça chez Lacan à la fin quand même. Il y avait une espèce d'état délirant qui était en revanche inscrit chez lui. Le désir d'Orient, j'ai appelé ça, est inscrit depuis toujours. Moi, je l'ai rattaché à cette extraordinaire quête de l'autre. Il a quand même fait du chinois pendant l'occupation. Et alors, le Japon, qui n'est pas la Chine chez lui, a occupé une autre fonction, je dirais presque physique, corporelle. Lacan avait quand même installé à Guitrancourt une maison de thé chinoise. Il avait installé... chinoise ou japonaise? Mais oui, une maison de thé, pardon, japonais. Il avait installé des rituels japonais dans sa vie, plus que la Chine, pour lui, était un orient de la langue, je dirais, et le Japon, un orient de la vie, de l'existence. Kojève avait été aussi fasciné par cet aspect-là. Pour Kojève, l'histoire mondiale s'achevait au Japon. C'est encore une thèse extraordinaire. Alors évidemment, c'est pas le cas chez Lacan, bien que quand il va au Japon... Mais il faut que vous compreniez que quand Lacan voyageait aussi, on l'oublie, parce qu'aujourd'hui on est confronté au texte de Lacan et on oublie sa personne. Il faut voir ce que c'était quand Lacan voyageait. Quand il voulait voir tel lieu à tel endroit, il avait tout étudié avant, et il allait voir tel lieu et tel endroit dans une espèce de ritualisation obsessionnelle, dans lequel ça entrait, je dirais presque physiquement, dans sa manière d'être. Lacan en voyage, c'est pas Freud en voyage. C'est tel hôtel et tel repas et tel numéro de chambre et tel endroit, et c'est pas tel autre. Bon. Donc, infernal pour voyager, mais en même temps fascinant. Donc, il y a en tout cas chez lui une étrangeté du désir du voyage. Autant Freud est un voyageur classique du 19e siècle, qui emmène le Baedeker, et puis qui emmène toute sa culture classique, autant Lacan fait des étranges voyages absolument ritualisés dans tels endroits qu'il a étudiés avant, et avec toutes ses phobies, sans compter les phobies alimentaires, très, très étonnantes qu'il avait. Donc il y a quand même là... Et alors le désir d'Orient est constant, absolument constant, sans doute dans son enfance. Ça a été ce désir d'ailleurs de s'extirper de la famille dont il venait. Je dis probable que ça a été comme ça, de même la philosophie d'ailleurs. Pas oublier qu'il dessinait des graphes de l'éthique de Spinoza à 15 ans dans sa chambre pour s'échapper du milieu familial dans lequel il vivait. Bon, une autre question? Je voudrais témoigner de la vie d'un psychiatre contemporain et donner mon accord avec vos trois interprétations de ce qui se passe actuellement en psychiatrie, c'est-à-dire une sorte de fading de la pensée absolument vertigineux. Et je rejoins votre nostalgie, et en même temps sans doute observation précise de ce qui s'est passé à l'époque, à la belle époque que vous avez décrite, c'est-à-dire celle où les gens qui passaient par les jésuites faisaient tous psychiatrie parce que finalement c'était une manière de quand même faire de la philosophie.
Et je pense que cette manière d'envisager la médecine garantissait à l'exercice de la psychiatrie une radicale transformation de l'asile inscrite dans leur pratique même et dans leur réflexion. Et on voit bien que, en même temps, un certain nombre de psychanalystes de l'époque qui ont suivi cette trajectoire ont quand même, on pourrait dire, évité la question du corps, me semble-t-il. Et là, on voit bien que depuis quelques années, il y a une sorte de retour du corps, mais alors sous une forme que personnellement je n'attendais pas, celle de l'évaluation. Vous avez raison d'insister sur ce travers actuel, mais une sorte d'évaluation des substrats du corps, des excrétas du corps, des sécrétas du corps, comme si ça représentait le corps, dans une vision finalement très pauvre de la question du corps. Parce que pour moi, en tant que psychiatre d'enfant aujourd'hui, le corps est forcément articulé avec la psyché. Il y a une sorte de corrélation permanente entre ces deux choses du monde. Et penser le corps avec la biologie sans penser le corps avec la philosophie, ça me semble absolument délirant. Et ça produit donc une sorte de renforcement aujourd'hui, de fétichisation de l'évaluation. Alors, on est dans une région, vous le savez sans doute, certains d'entre vous, dans laquelle certains hommes politiques, par exemple, réclament qu'on supprime la psychanalyse dans le domaine de l'autisme. Alors, je vois bien que le pendant de cette affaire-là, c'est que l'autiste serait une personne maintenant, enfin c'est beaucoup dire d'ailleurs, une personne serait un animal familier qu'on pourrait, par les comportements, rendre plus proche de notre comportement humain, corporel, évaluable. Alors voilà, moi, il me semble que quand j'ai pris la décision de faire ce métier de pédopsychiatre, j'avais finalement dans mon destin, dans ma trajectoire, dans mon but, dans mes objectifs, conscients et inconscients, l'idée qu'on ne pouvait pas exercer ce métier de médecin en psychiatrie et a fortiori en psychiatrie de l'enfant sans garantir le cadre alors humanisant, civilisateur de l'exercice de la psychiatrie. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est passé dans un monde de la psychiatrie dans lequel ces catégories absolument fondamentales pour garantir un exercice éthique de la psychiatrie sont devenues finalement lyophilisas digérés facilement par les laboratoires et leurs actionnaires. Alors vraiment, je voudrais savoir un peu comment vous voyez, comment vous envisagez au fond, alors c'est un mot transcendantal, la résurrection de la psychanalyse dans la pensée de la psychiatrie contemporaine et à venir, pour savoir si finalement le travail que j'aurais fait pendant toute ma vie professionnelle peut servir à quelque chose, ou si finalement je dois me condamner à prendre ma retraite en m'abonnant à Radio Nostalgie. Non, non, Pierre. Non. Merci Pierre de Lyon d'être venu, mais non, on ne va pas s'abonner à Radio Nostalgie. Vous qui passez votre temps à combattre, à être attaqué, bon, non, il faut pas se résigner. Maintenant, les questions des résurrections et des refontes, c'est très difficile à penser. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas comment penser cette question. Mais quelque chose va venir, ça j'en suis certaine. D'abord, on est aujourd'hui à une étape de critique radicale de la pharmacologie. Il n'y a qu'à voir la presse. Donc, tout l'espoir qu'a fondé la psychiatrie sur l'appropriation du sujet humain par la chimie est en train de s'effondrer. C'est clair que... et ça vient du milieu médical lui-même. Le succès des livres d'aujourd'hui anti-médicaments, avec leurs excès, mais quand même, ça, il se passe quelque chose. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va retrouver ce que nous avons aimé? Je ne sais pas. Est-ce que cette critique des excès, du comportementalisme, de la pharmacologie va faire revenir l'espoir freudien quelque part? On peut l'espérer. Mais en tout cas, sous une autre forme. Et quelle autre forme? Je ne le sais pas, si vous avez une idée là-dessus. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais combattre. Alain Badiou, lui, il a bien dit que l'idée communiste, elle continuait, au-delà de tout l'échec des régimes communistes réels. Donc, peut-être que c'est comme ça qu'il faut penser les choses, non? Parce que tu penses à la comparaison.
enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce film Sainte-Anne, hôpital psychiatrique. Non, il faut le voir. C'est-à-dire que là, on comprend ce qui est en train de se passer, on le voit radicalement. Les infirmiers sont des matons et on donne des médicaments à des gens qui n'en veulent pas et qui ensuite sont filmés complètement annulés en pyjama ouvert, bon. Avec les visages présents et avec les noms, et monsieur tel, bon, et avec quelques électrochocs en plus. Bon. Donc voilà, Sainte-Anne hôpital psychiatrique à la gloire d'un service, hein. C'est-à-dire que le chef de service l'a laissé faire en pensant que c'était magnifique et que c'était la psychiatrie d'aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une chose qui n'existe pas dans ce Sainte-Anne hôpital psychiatrique, c'est la parole. Il n'y a jamais d'échange verbal. C'est extraordinaire. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, et c'est pour ça que je dis Jacques le sophiste, enfin, que la seule tenue possible, c'est la parole. C'est ça qui fait la différence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médicaments, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enfermer Althusser à un moment donné pour qu'il ne tue pas Hélène. Hein, pas du tout. Mais ça veut dire que tant qu'on ne parle pas, il n'y a pas d'autre. Ah oui, ça c'est... Donc on ne fait rien. La pharmacologie fait taire les gens, ça c'est sûr. Et réellement. Donc ça, je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas. Il suffit que vous continuiez. Oui, ça. Tu veux dire que ça reviendra par la parole? Ben oui. Et moi je pense, oui, c'est vrai. Mais sous quelle forme conceptuelle après? Oui, ça c'est assez compliqué à dire. Ce que je voudrais, pour compléter ce que tu dis là, qui est à mon avis tout à fait le fond du problème, je pense que la situation contemporaine, c'est une situation dans laquelle la parole véritable, alors, reprenons les expressions même qui étaient celles de Lacan à un moment donné, la parole authentique, voilà. Que toi tu dirais la parole réellement performative. Bon. Voilà. Que moi je dirais la parole de vérité. On aura chacun notre lexique. Mais la situation est que je crois réellement, sans en faire une monstruosité particulière, je crois que le cours normal des choses, c'est de la faire taire. C'est vraiment de la faire taire, aujourd'hui. Et alors, cette volonté de faire taire, je crois qu'elle a deux formes. Elle a la forme brutale que tu décris, c'est-à-dire la chimie oppressive et la pharmacologie, ou toutes les formes de ce qu'on pourrait appeler les médicalisations autoritaires, sous tous leurs aspects. Et puis, de l'autre côté, quand même, aussi l'installation généralisée d'un bavardage innocent, c'est-à-dire d'une espèce de gigantesque machine à pseudo-parole dans laquelle n'importe quoi peut être dit pourvu que ça ne soit pas performatif, c'est-à-dire pourvu que ça n'ait aucun effet. C'est le pathos, c'est l'émotion. Exactement. Et je pense que la psychanalyse, elle avait cette vertu magnifique, et c'est pour ça qu'il faut vraiment la défendre, en tout cas la restituer, faire tout ce qu'on peut pour ça. C'est qu'elle était exactement au point où elle essayait de restituer le sujet à une parole qui n'était ni l'un ni l'autre, qui n'était ni le silence buté de l'impossibilité de dire, ni non plus la confusion du pathos et du bavardage. Et elle cherchait qu'au moins, à un moment donné, dans des conditions particulières, cette vraie parole puisse surgir. C'est pourquoi moi je pense que quand on ne sait pas comment les choses vont se passer, ce qui est le cas, on fait quand même les choses. Oui, il faut quand même se cramponner à ce qu'on sait. Voilà. Il faut se cramponner à ce qu'on sait, en tout cas. Et la psychanalyse, c'est une des choses où nous savons ce qu'elle était. Et c'est pour ça que je dis toujours, et je refais cet appel ici, c'est mais je suis d'accord avec il ne faut pas laisser la défense de la psychanalyse aux seuls psychanalystes. Bien sûr. Il faut en faire une cause, véritablement. Voilà. La défense de la psychanalyse, c'est aujourd'hui une cause. La cause de la parole. Oui.
Je suis tout à fait d'accord. On refait ce... Belle formule. On continue? Une autre question? Oui. Bonjour. C'est plus au sujet de votre prise de position concernant la psychanalyse par rapport à la politique, notamment au sujet de l'homosexualité, du mariage. Je voulais savoir, vous avez dit que la psychanalyse ne doit pas prendre position par rapport à ce débat, parce qu'il y a eu des psychanalystes qui ont pris... Qui a dit ça? Vous, de ce que j'ai compris, du moins. Ah non, j'ai dit le contraire. Qu'il fallait prendre position? Ah ben évidemment, puisque je l'ai fait. Oui, mais de cela, c'est là que je me demande. Non, j'ai dit le contraire. Ça, je suis combattante de cette cause. Oui. Depuis 13 ans. Oui. Ce que je me demande, c'est si déjà la psychanalyse doit prendre position. Mais bien sûr. Attendez. Mais dans un second temps, surtout, c'est savoir si la psychanalyse ne peut pas aussi prendre position contre. Tout à fait. Mais c'est une prise de position. Mais dans ce cas-là, pourquoi condamner les psychanalystes qui n'ont... Je pense par exemple à une déclaration récente comme quoi je crois que c'est l'extrême droite qui serait l'ennemi de la psychanalyse ou quelque chose du genre, une citation récente du directeur, je crois, de France Culture d'ailleurs. Oui, Philippe Val. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez de cela. Parce que mettre en position... Je vais dire les choses un petit peu autrement. Il y a des... D'abord, je pense que les psychanalystes, c'est pas la psychanalyse, là, c'est les psychanalystes, sont beaucoup trop dépolitisés et depuis très longtemps sur tous les sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a une vulgate qui dit qu'on applique la neutralité de l'écoute psychanalytique à l'engagement citoyen. Ça, c'est une chose horrible. Voilà. Et quelles que soient les tendances, elle existe depuis toujours. Elle existe. Chez les lacaniens, chez les freudiens, il y a cette idée qu'on ne s'engage pas. Or, jamais Freud a fait ça. On rapporte ça à Freud en disant qu'il ne s'est pas engagé. Il s'est engagé dans tout, contre la peine de mort, sur la guerre, pour l'émancipation des homosexuels. Il a signé les pétitions, tout. Bon. Donc, c'est quelque chose d'incroyable, cette histoire, comme si elle se suffisait à elle-même. Il y a même des psychanalystes qui, de temps en temps, disent moi, mais je n'ai pas besoin de m'engager pour défendre la psychanalyse contre les autres livres noirs et autres monstruosités, puisque c'est ma clinique qui me défend. Voilà. Donc ce n'est pas seulement sur cette question de l'homosexualité, c'est sur l'ensemble des choses. Sur la question de l'homosexualité, ça me paraît évident que ça concerne encore plus directement les praticiens, puisque de quoi s'occupent les psychanalystes dans leur pratique, sinon de la famille. J'insiste, on s'occupe de quoi? Dans la pratique, de la famille. Qui est papa? Qui est maman? Qui est mon grand-père et ma grand-mère? Alors là, si ça ne les concerne pas, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la pratique la plus simple? Et là, je parle de la façon la plus simple, quand ils vont voir arriver chez eux des gens qui ont des problèmes qui sont liés à leur histoire familiale, et notamment au fait qu'ils peuvent être les enfants de familles homosexuelles. Comment vont-ils faire? C'est une simple question. Et c'est pour ça que j'ai dit que, en effet, il était nécessaire qu'ils prennent position. Qu'ils prennent position contre une loi, oui, je le comprends. Ce qui m'a beaucoup choqué dans la manière dont ils ont pris position, c'est les arguments qu'ils ont utilisés. Qu'on soit contre, oui, mais avec quels arguments? Et les arguments ont été, pardonnez-moi, ceux, en gros, de Monseigneur Barbarin. Les mêmes arguments. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été même pires que les prêtres aujourd'hui, pires que les religieux. Ils ont quand même dit que, en gros, si des enfants étaient élevés par des couples homosexuels, ils ne connaîtraient pas la différence des sexes, que le mariage, le fondement était la différence anatomique des sexes, qu'on portait atteinte à quelque chose de fondamental dans l'humanité en voulant réformer le code civil. Non. Bon, tout ça est absolument ridicule. Mais ils l'ont dit au nom de la psychanalyse. Moi, qu'on le dise au nom de la religion, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on soit contre. Mais au nom de quoi, hein? C'est pas dans Freud, jamais. Il n'y a pas un texte psychanalytique qui peut permettre de dire des choses aussi sottes. Alors, ce sont des opinions qu'ils émettent. Ça, ils ont le droit, hein, comme tout citoyen, mais qui ne parlent quand même pas au nom d'experts de la psychanalyse. Je suis là et je vous parle, j'étais à la commission parlementaire hier pour, moi, personnellement, défendre le projet, avec d'autres d'ailleurs,
Et il y avait 3 psychanalystes qui étaient interviewés comme experts de la famille, venant dire que ces enfants-là étaient une catastrophe pour l'avenir de nos générations, qu'ils allaient eux-mêmes engendrer des monstres parce qu'ils étaient élevés dans des conditions monstrueuses. Écoutez, ces psychanalystes-là, ils agissent comme experts, et ça n'est pas admissible. Oui. C'est pour ça que moi, j'ai fait un discours qui n'était pas celui de l'expert, puisque j'ai parlé de Jean Valjean. Comme figure, évidemment, comme vous savez qui est Jean Valjean, père, mère, homme vierge qui tombe amoureux de Cosette, qui aujourd'hui, par les experts, qui est le père sublime, magnifique, qui éprouve les étreintes de l'accouchement quand il rencontre cette fillette. C'est la première extase amoureuse qu'il a dans sa vie. Il est un père admirable. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui par les experts psychiatres? Je me le demande. Hein. Voilà. Repris de justice, c'est fou. Bon, donc il faut quand même arrêter. Voilà ma réponse. Hein. Alors maintenant, vous avez le droit d'être contre. Vous pouvez être contre, on peut être contre, mais pas en invoquant une doxa, une doctrine psychanalytique qui n'a pas lieu. Voilà. Moi, ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que ce que la psychanalyse, au fond, retisse un peu autrement et remet en branle, c'est la notion, par rapport à la famille, le rapport entre nature et culture. Et c'est bien ça dont il s'agit dans ce type de loi. C'est... j'étais à une émission un peu... Oui, avec Frigide, comment elle s'appelle? Frigide, je sais plus, oui, voilà, Frigide Barjot, qui brandissait le code civil en disant « on va m'enlever mon utérus ». Je vais être parent et je ne serai plus mère, j'aurai plus d'utérus. Bon. Il n'y aura plus de père et de mère. Il n'y aura plus de père et de mère. Bon. Bien sûr que si. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui mélange vraiment nature et culture, comme ça, qui les symbiotise, alors que justement ce dont il s'agit, me semble-t-il, avec la psychanalyse, c'est de nous faire toucher du doigt que ces rapports sont beaucoup plus complexes que ça, et que ce qu'on prend pour de la nature, c'est quand même sacrément de la culture. Bon. Oui. Ce moment de la psychanalyse, Lacan... Attendez, on va vous donner un micro. Qu'il était nourri de culture, mais il y avait des passages aussi avec je pense aux avant-gardes, je pense aux passages avec des gens comme, aux surréalistes, au rôle que rappelait Lucien Bonafé, qu'ils avaient plus fait pour fermer enfin non pas fermer, mais faire changer les hôpitaux psychiatriques que les médecins eux-mêmes. Enfin, c'est tout ce contexte-là, et je pense derrière ça aussi, au niveau d'une forme excusez-moi, je suis un peu ému de parler, de rejet, au travers du séminaire de Kojève. Enfin, je pense, pardon, c'est difficile pour moi, mais à ce moment très important autour de documents, de Lacan, de tous ces voisinages qui vont, je pense, influer beaucoup sur Lacan lui-même. Et voilà. Et là, il y a quelque chose, et c'est à la fois extrêmement politique et c'est extrêmement diffus. Ça foisonne. Oui, et au-delà, puisque c'est pas les mêmes. C'est surtout Salvador Dali. Oui, et oui, voilà. Et Dali, c'est pas la même chose que Masson, ni que voilà. Moi, juste un point, moi, je pense que ce qui a beaucoup marqué Lacan, c'est le deuxième surréalisme, hein, celui du deuxième, les années 30, d'ailleurs. La pulsion de mort, Dali, quand le surréalisme sort des débuts, alors que Breton est beaucoup plus freudien. Breton, c'est les rêves, c'est le sommeil, c'est les états magnétiques, enfin, c'est tout ça. Breton était beaucoup plus hegeliano-freudien. Et Lacan, c'est le deuxième surréalisme. C'est-à-dire, là, il y a la prise en compte de la pulsion de mort, et c'est pour ça qu'il s'entend si bien avec Dali sur la notion de paranoïa. C'est les années 30. Hein. Mais de toute façon, tout le surréalisme a marqué Lacan, a marqué tout le monde à cette époque. Hein. Oui, une autre question? Oui. Oui, merci. Tout d'abord, je vais témoigner, avant de poser ma question. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma mère, et la société m'a servi de père. Voilà. Et je ne crois pas être devenue un monstre. Merci. Alors voilà, maintenant je pose ma question.
Les psychanalystes actuellement étudient-ils l'incidence des substances psychédéliques sur la psychanalyse? Des substances psychédéliques comme le LSD par exemple, il paraît qu'on a accès à l'inconscient. Je suis en train de lire le livre de Tom Verdier, le compagnon d'Amélie Nothomb, qui a publié son livre Lucie dans le ciel. Voilà. Et j'ai écouté sa conférence. Et voilà, il nous dit qu'elle donne accès à l'inconscient. Donc je me demandais... ça libère les défenses, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça donne accès à l'inconscient? Lequel? Enfin, c'est tout le débat sur les drogues. C'est bien ça. Non? Oui, c'est ça. Oui, mais ça donne pas seulement accès à l'inconscient. Mais le LSD, dit-il, il n'y a pas d'accoutumance au LSD et pas d'incidence sur la santé, paraît-il. Voilà, alors je voulais avoir votre avis. Merci. Écoutez, vous pouvez consommer tout ce que vous voulez, mais il y a accoutumance à toutes les drogues, par définition, parce que sinon ce ne serait pas des drogues. Et je crois que la question des drogues est une question à part, qui mériterait d'être traitée tout à fait à part. Mais il y a un point tout de même, c'est que on peut ranger, en tout cas, une certaine doctrine des drogues du côté aussi quand même d'un doute sur l'efficacité de la parole. Oui. C'est ce que Deleuze. C'est ce que Deleuze mettrait de ce côté-là. C'est ce que disait Deleuze. Hein. Ouais. Il disait à un moment donné des petits médicaments pour se taire. Voilà, exactement. Et ça, c'est pour ça que dans le dispositif qu'on décrivait là, le faire-taire brutal et puis la dispersion générale d'une parole futile, en fait, d'une parole qui n'en est pas une, la position de la drogue est équivoque. Dans le monde contemporain, en tout cas, elle est équivoque. Qu'elle ait pu avoir des fonctions symboliques dans d'autres sociétés, etc. Mais là, je pense qu'elle est équivoque. Et en plus, elle est quand même tellement vite absorbée et en quelque manière dissoute dans la question de la circulation de l'argent et des marchandises. Elle est tellement imprégnée de ça, elle est tellement une composante de ça que voilà. Ouais. C'est pas prendre position contre, c'est un tout autre débat. Mais la position de la drogue, où est la drogue aujourd'hui? Ça, c'est une question. Et qui consomme? Enfin, je suis pas sûre qu'on puisse quand même laisser dire, ceci dit, que le LSD n'a aucune incidence, etc. Moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir rattrapé des gens par la veste pour qu'ils arrêtent de croire qu'ils allaient voler par la fenêtre. Je veux dire, ça, c'est quand même une incidence. Je veux dire, je ne les aurais pas rattrapés, ils se seraient écrasés par terre. Ah oui, non, il faut faire attention avec tout ça. Il faut faire gaffe, c'est juste ça. Parce que ça supprime toutes les défenses, donc vous pouvez en effet sauter par la fenêtre. Juste ça, faites attention. Mais on peut croire qu'on vole. Mais on croit qu'on vole. Mais on croit. Je me suis demandé si Deleuze en avait pris quand il a sauté. Peut-être une question générale, oui. Depuis la fin des années 70, le concept de narcissisme a été progressivement exporté de la psychanalyse à la sociologie. Je souhaiterais que vous éclairiez un petit peu la conception du narcissisme de Lacan par rapport à celle de Freud. Question de cours. Lacan est contemporain de Heinz Kohut, donc il est contemporain d'une refonte et d'une révision de la question classique freudienne du narcissisme. Autrement dit, de la manière dont, à partir d'un certain moment, et c'est vrai que ça joue dans sa manière d'étudier le narcissisme, on s'est beaucoup moins intéressé aux conflits sexuels, puisque la société avait changé. Il n'y avait plus les frustrations sexuelles du début du XXe siècle, il y avait sur Freud, et qu'à partir des années 60, on a vu apparaître des pathologies dans les sociétés démocratiques tout à fait différentes qu'on a appelées narcissisme, c'est-à-dire le rapport de soi à soi, justement chez des sujets complètement individualisés, libérés en apparence des conflits sexuels. Donc je crois que là, il y a chez Lacan
cet apport-là, il est contemporain de Kohut. Et puis, il est plus phénoménologue, il vient du stade du miroir, donc c'est beaucoup plus intéressé, disons, à l'image de l'autre, à l'aspect meurtrier du narcissisme, alors que Freud est resté, encore que pas le deuxième Freud, mais enfin, il y a une avancée vers la désexualisation de la question chez Lacan qui est claire. Mais de toute la société, c'est sûr que quand on a dit on va remplacer Narcisse par Édipe, c'est vrai qu'on tentait à remplacer une tragédie par une autre. Alors évidemment, l'école de Francfort, je pense que vous pensez à tous les sociologues comme Christopher Lasch qui ont dit qu'on vivait dans des sociétés narcissiques, le culte du narcisse. C'est vrai, tout ça. Sur le plan clinique, ça se traduit par beaucoup plus et indépendamment des classifications de la psychiatrie, beaucoup plus de pathologies dites narcissiques ou dépressives que de pathologies hystériques à l'ancienne. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire de la médecine qui le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait disparition de tout. Je vous répondrai en disant qu'on peut le penser aussi avec Freud. Mais Lacan a oublié qu'il était passé lui aussi par Kohut. Quand il a repensé le narcissisme, la question du narcissisme, il est passé par toute l'école américaine quand même. Oui, je crois qu'aussi il a déployé dans un cadre alors dialectique la relation du narcissisme et de l'agressivité. Tout à fait. Parce que la relation du narcissisme et de l'agressivité, voilà, ça c'est le côté hegelien, c'est-à-dire l'idée que le narcissisme, c'est-à-dire le moment de la reconnaissance de soi, est équivalent en réalité, à une certaine équivalence avec l'agressivité à l'égard de l'autre. Mais on retrouverait dans l'école de Francfort des aspects tout de même... Mais parce qu'il y a une source hegelienne commune. Il y a une source hegelienne commune, il y a une lecture de la pulsion de mort qui existe. Absolument. Voilà, donc oui. Et puis également, finalement, l'usage que fait, y compris Lacan, du Hegel de Kojève, la lutte pour la reconnaissance. Là, il est très kojèvien. La lutte narcissique pour la reconnaissance se transformant en lutte à mort. Ouais. Mais Kojève a beaucoup apporté à Lacan. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup Kojève, mais je sais que... Nous l'aimons tous. Oui. Une ultime question, si elle existe. Oui. Bonsoir. Je découvre tout juste Lacan, donc je vous demande d'être indulgent. Je voulais savoir dans quelle mesure, pour Lacan, les personnalités étiquetées psychotiques sont-elles analysables? Dans quelle mesure peut-il y avoir passage d'un état à l'autre? Autrement dit, quelle est chez Lacan la place de la psychanalyse dans la psychose? Considérable. Considérable. Lacan aborde la psychanalyse comme psychiatre au début de sa carrière et comme clinicien de la folie. Il est beaucoup plus un clinicien de la psychose, et y compris de la psychose dans la névrose, que Freud ne l'était. Ça c'est évidemment c'est capital. Je dirais même que toutes les théories de la cure ultra courte, de la séance très courte, de la technique lacanienne a induit une certaine psychotisation des cures analytiques. Il n'y a pas de doute que Lacan est fasciné par la psychose, et pas n'importe laquelle, puisque c'est beaucoup plus la psychose paranoïaque. Alors je comprends, la dimension philosophique, c'est passionnant pour Lacan. Lacan est un clinicien de la folie plus que Freud. Freud n'aimait pas trop, ça l'intéressait moins cet univers-là. Il hystérisait, Freud, la clinique des psychoses, mais Lacan, évidemment, sa génération, c'est même par là qu'il commence. Oui, lui, il psychotise hystérie. Il y en a un qui hystérise la psychose. Oui. Mais d'ailleurs, ça a amené des très grandes choses chez Lacan. Il a tout repensé à partir de ça. Il a eu tendance à inclure vraiment la dimension de la psychose dans toute la clinique, mais y compris dans sa manière de penser la sexualité féminine, et de ramener dans la sexualité féminine les mystiques, les extases mystiques, le rapport à Dieu et à la foi, et puis le concept de réel, qui est quand même le grand apport de Lacan. Si on voulait dire quelque chose, le réel, c'est vraiment un coup de génie. Ça, Freud ne l'avait pas pensé, Lacan l'a
a dit. Et je crois qu'il y a une dérivation même lisible, de caractère absolument conceptuel dans le rapport à la psychose chez lui. Oui. Parce que les catégories les plus fondamentales, celles du grand autre, celles de l'objet, celles du réel, elles viennent de la psychose, en fait. Elles viennent de l'interprétation de la psychose. C'est vrai qu'il y a la psychose est présente dans l'organisation conceptuelle elle-même. Oui. Au cœur Puis il était fasciné, même personnellement. Vous parliez tout à l'heure des passages à l'acte, des patients. Quand même, Lacan, indépendamment des présentations de malades qui étaient un peu un théâtre, parce que là, c'était des patients bien calmés. Mais enfin, Lacan, il n'avait pas peur d'entrer dans les cellules, il n'avait pas peur Lacan n'avait pas peur des fous. Et quand on est venu chez lui, en tentant plusieurs fois quand même, je ne dirais pas de le tuer, mais enfin, avec des agressions violentes, il avait une manière de calmer, de répondre. Il savait parler aux fous, Lacan. Il savait leur parler. Indépendamment des présentations de malades. Hein. Je veux dire, le cabinet du docteur Lacan était ouvert à tout vent, et n'importe qui venait chez lui. On raconte aussi que quelqu'un pouvait venir chez lui, lui parler très tranquillement, voir... et que tout d'un coup, là, quand on lui dit « Mais mon ami, vous êtes complètement fou !» Voilà. Oui, il était bien sûr. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de doute. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Je remercie nos trois invités vivement.